Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le calme est revenu dans la ville de Blolequin après les heures de tension qu'il y a eu entre des habitants de la ville et les forces de défense et de sécurité suite à la mort d'un moto-taxi. La Banque mondiale finance à hauteur de 38,5 milliards de francs CFA le projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques en Côte d'Ivoire, un projet qui vise à améliorer la prise en charge sanitaire des populations. Un avion de ligne iranien assurant une liaison interne s'est écrasé ce dimanche matin dans le sud-ouest de l'Iran avec 66 passagers à bord. Tous sont décédés malheureusement. Pour le magazine de ce dimanche 18 février 2018, nous allons nous intéresser à l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC Ansud. Notre invité est le directeur général de cette structure, Eloge Soro-Kipeya. Nous allons parler avec lui des réalités du service universel des télécommunications en Côte d'Ivoire. Que fait cette structure depuis qu'elle existe? Qu'est-ce qu'elle entend faire les années à venir pour permettre aux Ivoiriens d'utiliser les télécommunications et les TIC dans les meilleures conditions? Monsieur Eloge Soro-Kipeya, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dites-nous tout de suite comment se porte l'Ansud. L'Ansud se porte très bien. Après 4 années effectives d'activité, l'agence commence à prendre totalement la place qui est la sienne dans l'œuvre de construction de l'économie numérique de Côte d'Ivoire. Et vous existez seulement depuis 4 ans? Depuis 4 ans que nous sommes effectivement en activité. Très bien. La suite, ça sera pour tout à l'heure. Nous allons continuer avec ce communiqué de presse du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Lors d'un contrôle de routine à un barrage de sécurité à l'entrée de la ville de Blolequin, un conducteur de mototaxi a reçu une balle et est décédé des suites de ses blessures. En représailles, une foule déchaînée s'est ruée sur les forces de sécurité en poste au barrage. Un gendarme a ainsi trouvé la mort. Cette foule a ensuite saccagé, incendié et pillé la brigade de gendarmerie de la localité, les résidences du préfet, du sous-préfet, ainsi que plusieurs édifices et résidences publiques et privées. Le bilan provisoire à cette heure est de 2 morts, un gendarme et un civil, 3 blessés, d'importants dégâts matériels. Les forces de défense et de sécurité ont été immédiatement déployées sur les lieux. Le calme est revenu dans la ville de Blolequin. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité présente ses condoléances aux familles des victimes et appelle la population de Blolequin au calme. Il met en garde les auteurs de ces violences qui seront poursuivis et traduits devant les tribunaux à l'issue de l'enquête ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la survenance de ces incidents. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Retrouvons notre correspondant dans la région du Tonkwich, du Guémont et du Cavali, F. Boué Tao. Bonjour F. Boué Tao, quelle est la situation qui prévaut dans la ville de Blolequin à ce moment précis, après les moments de tension? Au moment où nous sommes en train d'échanger, la situation est calme. Les habitants de Blolequin vaquent à leurs occupations. Nous avons trouvé des commerces ouverts, le marché fonctionne et certains habitants sont dans leur lieu de culte habituel. Nous avons même pu échanger avec certains qui sortaient des lieux de culte. Tout est calme. Il y a la circulation, les activités ont repris. Et il y a une forte présence des hommes qui assurent la sécurité. Et ils sont sur les lieux qui ont été pillés, la résidence du préfet, la gendarmerie, et ils ont sécurisé certains lieux critiques. La chance que Blolequin a eu, c'est qu'il y avait déjà un détachement de 1000 éléments qui étaient là pour la sécurisation suite au conflit foncier de Gwandébé. Et donc, on n'a pas eu besoin d'aller chercher les hommes en armes loin. Donc, quand le conflit a commencé hier, ils sont rapidement venus de Guiglo. Ils sont soutenus par les forces qui sont venus un peu de partout, des Gagnois, des Tanané, ceux du Blolequin. Donc, partout, ils font des patrouilles dans la ville. Nous sommes même allés au PC Cruz, au groupement d'interarmées, où toutes les forces sont réunies et travaillent ensemble. Très bien, dites-nous, F. Bouetao, est-ce que les corridors sont ouverts? Oui, les corridors sont ouverts.
même le corridor où il y a eu les échauffourées, où les échauffourées ont commencé, tous les corridors sont vers sud, nord, l'axe Guiglo-Blolequin fonctionne, les véhicules de transport circulent, la gare est vraiment animée. Merci F. Bouetao. Voilà, le calme est revenu dans la ville de Blolequin après les heures de tension qu'il y a eu entre des habitants de la ville et les forces de défense et de sécurité suite à la mort d'un moto-taxi. Tension qui a provoqué la mort d'un gendarme qui a fait 3 blessés et d'importants dégâts matériel. Merci à vous, F. Bouetao. Tout à fait. Autre chose à présent et allons au deuxième grand titre de cette édition. La Banque mondiale finance à hauteur de 38,5 milliards de francs CFA le projet de renforcement du système de santé de réponse aux urgences épidémiques en Côte d'Ivoire. Un projet qui vise à améliorer la prise en charge sanitaire des populations. Davis Oyo, Franck Quadio. Hôpital général de Béjéville, Chantal, à peine arrivée avec sa fille malade en pédiatrie, est reçue, à sa grande surprise d'ailleurs, car victime par le passé d'un accueil différent dans un autre établissement sanitaire. Nous avons été très bien reçus par le médecin. Contrairement à certains centres de santé publique où tu arrives, non seulement tu attends pendant longtemps avant qu'on commence à prendre même la température et tout ça, mais là ce matin, bon, les choses ont été très promptes. En salle d'hospitalisation, cette dame, Nabissa, mère de 7 enfants, dit être satisfaite, elle aussi, des différentes prestations. Par la grâce de Dieu, en tout cas, ils s'occupent bien de les gens ici. Personne ne se fâche contre quelqu'un. Quand il y a besoin de eux, ils courent vite pour venir vous recevoir. Franchement, on est heureuse avec eux ici. Des agents travaillant avec passion et efficacité. Le but du financement basé sur la performance FPB qui consiste à récompenser les agents qui proposent de meilleures prestations. J'avoue quand même que le PBF est venu booster un peu la qualité de nos services. C'est une situation quand même à pérenniser et il faut encourager le personnel même à s'investir véritablement dans les activités du PBF. Plusieurs hôpitaux généraux et établissements sanitaires de premier contact, à l'instar de l'hôpital général de Béjéville, bénéficient du FPB. Un pan du projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques PRCE. Les meilleurs établissements de santé rurale et urbains ont été récompensés pour leur qualité de service et l'utilisation de façon efficiente et efficace des moyens mis à leur disposition. Il s'agit des centres de santé d'Anono, de Kayeta, dans le district de Saint-Fra, d'Anyama et de Béjéville. Nous avons épousé entièrement le PBF à l'hôpital général de Béjéville. C'est une approche assez importante qui nous apporte un financement complémentaire. Tu poses un acte, on te donne un peu d'argent. Et cet argent permet de motiver le personnel. Nous avons un petit centre de santé qui aujourd'hui est vu de partout à cause de la qualité des infrastructures. Un projet financé à hauteur de 38,5 millions de francs CFA par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire. Ce projet vise à améliorer la prise en charge des soins des populations et la réhabilitation des établissements sanitaires. Il y a un contrat de performance qui est établi entre chaque centre de santé et le ministère de la Santé, selon les possibilités du centre. Et à chaque fois que ces résultats sont atteints, il y a une contrepartie. Ce mécanisme est un facteur de motivation des acteurs sur le terrain et aussi une orientation pour la tutelle. Réhabiliter un système de santé, si le personnel soignant n'est pas motivé, s'il n'est pas formé, s'il ne bénéficie pas d'un appui du gouvernement ou des partenaires, cela bien sûr sera vain. Et c'est la raison pour laquelle, avec le financement basé sur la performance que nous sommes en train d'essayer de mettre en place en Côte d'Ivoire, nous avons vu les résultats. Le PRCE enregistre à mi-parcours, entre autres, l'identification de 90 500 personnes indigentes dans le cadre de la couverture maladie universelle à CEMU, l'évaluation des besoins en infrastructure des 560 centres de santé, dont 102 seront réhabilités à partir de mars, l'étude sur la prévalence du diabète et la mobilisation de 5 milliards de francs CFA pour lutter contre les maladies épidémiques, notamment la maladie à virus Ebola. Lancé en 2015, le projet prend fin en 2020. Et restons toujours dans le domaine de la santé des hommes d'affaires musulmans vivant en Côte d'Ivoire et leurs partenaires ont réuni à travers des dons et ventes aux enchères 50 millions de francs CFA au profit des enfants malades du cœur. On en parle avec Patricia Omouetia. 50 millions de francs CFA pour les enfants malades du cœur.
un geste du Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. Le Chamsi participe ainsi à la prise en charge de 20 à 25 enfants malades, soit 2 500 000 francs, coût d'une opération pour un enfant malade du cœur. Les besoins du service de cardiopédiatrie sont très loin de ce que vous pouvez imaginer. Et il est bon que vous soyez là pour comprendre que l'appareil qui permet de faire les opérations à cœur ouvert, à lui seul, il coûte 180 millions. L'appareil d'échographie qui va permettre de faire l'examen pour savoir de quoi souffrent ces enfants, il coûte 70 millions. Le budget d'investissement de l'Institut est de 500 millions. Et chaque année, nous avons des besoins de l'ordre de 1 milliard, 1,3 milliard, et nous recevons donc 500 millions. L'État fait ce qu'il peut. Un élan de solidarité pour le Chamsi qui a intégré le volet social dans ses principes de gestion et de fonctionnement. Nous sommes au Chamsi convaincus que l'État ne peut pas tout faire. Chacun de nous doit, au niveau où il est, aider l'État et nos concitoyens. L'an dernier, le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, Chamsi, a également rassemblé plus de 50 millions de francs CFA pour assurer des traitements aux enfants malades du rein de l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon. La 5e campagne de l'ANACAD s'est ouverte. Les prix sur le marché international sont en hausse. En conséquence, les prix aux producteurs passent de 440 francs CFA pour la dernière campagne à 500 francs CFA, le prix plancher. Noël Nyagno Sakalou. Prix bord 100, 500 francs le kilo de noix bien séchées, bien triées. Surtout que la qualité a un coût et un prix. Mais lorsque vous avez la qualité sur le marché international, ça a une valeur entre les pays comme le Mozambique, qui met sur le marché international des noix brutes avec un KOR de 52-54, et la Côte d'Ivoire qui met sur le marché des produits avec un KOR 48. Il y a un gap de l'ordre de 50 à 100 $ entre le Mozambique et nous sur le marché international. Dans ce prix, le KOR reste un élément déterminant. Lorsqu'on dit un KOR de 48, c'est donc 48 livres britanniques sur 80 kilos. Alors quand on traduit en kilos, la livre en kilos, une livre égale 0,454 kilos. Donc si bien que vous devez multiplier 48 par 0,454 et vous arrivez à un chiffre de l'ordre de 21-22. Donc ça veut dire qu'il y a 21-22 kilos d'amandes contenues dans 80 kilos de noix brutes. Relever le défi de la qualité, voilà le nouveau challenge du Conseil coton ANACAD, après celui de la quantité depuis sa mise en place en 2013. Pour ce défi de la qualité, 100 organisations professionnelles agricoles ont été sélectionnées sur des bases objectives. Il a été mis à leur disposition les moyens pour faire la qualité, mais aussi se restituer, pour être en phase avec les dispositions réglementaires qu'exige la mise en place du Collège des producteurs. Et ces règles-là, c'est de pouvoir justifier de la production de 15% de la production nationale et également 15% du nombre total des producteurs, ce qui représente 105 000 tonnes que l'OPA doit justifier comme production et 32 000 producteurs. Aucune OPA ne respecte ces conditions et donc il était nécessaire de faire un diagnostic axé sur la structuration des OPA de la filière. Formés à la production de la qualité et à l'utilisation de l'outil informatique, les 100 coopérateurs ont reçu avec l'appui du PESAC un ordinateur, une imprimante et du matériel pour vérifier par eux-mêmes la qualité de leur production. Pour l'étude de la qualité, ça nous permet de savoir déjà en tant que producteur quelle est la qualité de notre noix que nous allons commercialiser, pour ne pas que nous soyons grigés par les acheteurs. Maintenant, une fois que vous avez cette qualité, maintenant au niveau de la gestion informatique, moi en tant que comptable, nous c'est de voir maintenant depuis le producteur jusqu'à la commercialisation, faire une traçabilité de la production. Les coopérateurs ont salué l'initiative, soulignant que pour la campagne 2017, plus de 500 milliards de francs CFA ont irrigué les zones de production de l'ANACAD.
Le séminaire bilan 2017 et perspectives 2018 de la Direction générale du budget des finances des GBF s'est achevé vendredi dernier au nombre des orientations, l'accélération du processus de dématérialisation des marchés publics et le suivi des engagements avec les partenaires techniques et financiers. Nadia Edja, Cheikh Kone, Aboubakar. 85,4% des mesures mises en œuvre dans le cadre du plan d'action stratégique 2017 de la Direction générale du budget et des finances DGBF ont été réalisées. C'est ce qu'indique le rapport du séminaire bilan 2017 et perspectives 2018 de la structure. Un taux satisfaisant, mais insuffisant. Ces activités concernent les questions de développement et d'extension des applicatifs informatiques et dépendent également d'autres structures. Des dispositions idoines sont envisagées en vue de leur réalisation en 2018. Ce sont entre autres le respect du délai de finalisation des travaux de développement des modules, élaboration et exécution du système d'information budgétaire, la poursuite de la dématérialisation des marchés publics et le renforcement du dispositif d'encadrement des acteurs. Des mesures encouragées par la tutelle. Je note que le bilan 2017 de la DGBF apparaît satisfaisant. Évidemment, j'attends bien sûr 100% pour 2018, car 2018 est une année charnière pour la Côte d'Ivoire. Ces recommandations laissent clairement apparaître votre volonté de poursuivre les efforts déjà engagés pour renforcer l'efficience de la gestion des deniers publics. Sachez que je suis entièrement disposé à vous accompagner dans la mise en œuvre des recommandations qui ont sanctionné ce séminaire. La DGBF s'est engagée à l'application de ces objectifs pour une gestion des finances publiques plus transparente et plus dynamique en 2018. Le comité national Alliance bordelaise a aussi procédé au bilan de ses activités pour l'année 2017. Un bilan jugé positif en ce qui concerne les entraves à lever pour le développement du commerce régional. Justine Seydjike. Promouvoir la libre circulation des personnes et des marchandises pour un commerce compétitif en Afrique de l'Ouest, c'est la mission de l'Alliance bordelaise, une association d'entreprises privées des pays de la sous-région créée en 2012. Ces actions menées en 2017 ont abouti à une légère baisse d'environ 21% des contrôles routiers avec le temps de contrôle estimé à 37 minutes aux 100 km, à une légère baisse de 12% du montant des perceptions illicites sur l'ensemble des corridors. La moyenne de ces faux frais est passée de 47 222 francs CFA à 41 245 francs CFA. Le chauffeur contraint de débourser en moyenne par passage de frontière dans l'espace UEMOA 21 608 francs ne paie plus que 17 885 francs. Des résultats dont se satisfait le comité national Alliance bordelaise Côte d'Ivoire. Nous avons débloqué environ 26 camions qui étaient bloqués à la frontière de Noé pour non-respect de la législation douanière en Côte d'Ivoire. Nous avons fait aussi de la formation. Les entreprises qui ont bénéficié de ces formations sont venues nous voir pour nous dire qu'effectivement les résultats de ces formations sont mesurables dans nos activités respectives. Cette rencontre permet aussi d'évoquer les difficultés des ports de Côte d'Ivoire tout en mettant en exergue leurs atouts. Le port d'Abidjan a une très bonne connectivité maritime. Toutes les compagnies maritimes, toutes les lignes maritimes qui desservent l'Afrique escalent au port d'Abidjan. Nous avons des flux import-export équilibrés. Le port d'Abidjan est le seul port, j'allais dire en tout cas, de loin, celui dont les volumes de trafic sont équilibrés. Nous avons le chemin de fer et la route qui sont un atout que tous les autres ports n'ont pas. Le comité national Alliance bordelaise Côte d'Ivoire compte entre autres participer à la 7e conférence au Mali du 9 au 11 mai prochain et sensibiliser les acteurs publics et privés sur le respect des bonnes pratiques au commerce et à la facilitation des transports. Les travaux de construction de la cité judiciaire de Yamoussoukro ont été lancés cette semaine par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Cette cité va également abriter les 4 écoles de l'Institut national des formations judiciaires. Soro Corona, RTI Boaké. Accès à la justice par la construction de nouvelles infrastructures judiciaires et pénitentiaires. La 3e composante du projet C2 Justice. Cette composante rentre dans sa phase active avec le lancement des travaux de construction de la cité judiciaire de Yamoussoukro. La réalisation de cette cité débutera par la construction et l'équipement des 4 écoles de l'Institut national de formation judiciaire.
Financé à hauteur de 11 milliards de francs CFA par le CD2, contrat de désendettement et de développement, cet institut va offrir un cadre de formation initiale et continue moderne plus adapté aux nouvelles exigences internationales. À travers le projet CD2 Justice, la France veut contribuer au renforcement du système judiciaire et pénitentiaire et à la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Dans le contexte international qui est le nôtre, et face aux enjeux transfrontaliers liés aux droits de l'homme, à la mobilité et à la sécurité des personnes, la justice et le droit doivent s'adapter et y répondre. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, a salué ce soutien qui va améliorer le système judiciaire ivoirien. La construction de cet institut revêt un enjeu majeur pour le plan d'action du gouvernement, non seulement pour tenir compte de l'amélioration escomptée, mais également parce que regardé par le partenaire au développement comme un indicateur de bonne gouvernance judiciaire. Sansan Kambile a également annoncé la réalisation de plusieurs autres palais de justice et de prison dans le cadre du projet. La cité judiciaire de Yamoussoukro sera construite sur une superficie de 16 hectares, dont 9 pour l'Institut national de formation judiciaire. Les travaux de construction débuteront en mars 2018 pour prendre fin en septembre 2019. Cohésion et union pour le développement, c'est autour de ce thème que les populations de Gagoré, dans le département de Lakota, se sont retrouvées avec le ministre Alain Dombaïch pour parler de cohésion sociale. Il leur a demandé de consolider leur lien de fraternité. Michel Digré. Unissons-nous pour le développement de nos communes. Unissons-nous pour le développement de nos villages. À quelques mois des élections locales, la sous-préfecture de Gagoré, dans le département de Lakota, a plus que besoin de stabilité sociale. C'est le message véhiculé par les cadres de cette localité. À la tribune de ces retrouvailles entre les filles et les fils de Gagoré, ils ont insisté sur la nécessité de consolider la cohésion, gage de tout développement. C'était nécessaire qu'aujourd'hui, au moment où le développement de la Côte d'Ivoire est lancé, que les peuples dans leur diversité se réunissent autour de l'idéal de paix et de développement. Un foyer polyvalent est inauguré à la faveur de cette rencontre. Nous allons faire en sorte que ce soit vraiment un modèle, non seulement de gestion, mais aussi que ça serve à la cohésion et au regroupement de toutes les communautés ici à Gagoré. Ce centre sera le cadre pour rapprocher les différentes communautés de cette localité. Il a été financé à hauteur de 26 millions de francs CFA par le PNUD. Autre sujet dans ce journal, la première édition de la soirée artistique ivoirienne au Maroc a eu lieu le vendredi 9 février dernier. Plusieurs artistes ivoiriens de renom ont effectué le déplacement. Objectif, renforcer les liens culturels entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Issa Yeochonan. Rabat au Maroc. Sal Banini du ministère de la Culture et de la Communication du Royaume chérifien. La culture ivoirienne célébrée dans toute sa diversité. Nous sommes à la première édition de la soirée artistique ivoirienne organisée par l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Maroc. Cette danse tradimoderne permet de faire un clin d'œil à la richesse vestimentaire des différentes régions de Côte d'Ivoire. La richesse culturelle de la Côte d'Ivoire, c'est aussi la qualité de ses artistes. Baïs Pinto. Wenye Pedro, connu aujourd'hui sous le nom de Soul Ayom. Shaolin Conti ont communié avec de nombreux publics constitués de Marocains et d'Ivoiriens. Ce n'est pas tout. Les humoristes étaient de la partie. L'ambassadeur Agalawal et le Magnifique ont démontré que la Côte d'Ivoire est un pays d'humour. Un garçon qui te trompe et puis un garçon avare. Tu préfères qui? Tu préfères? Qui me trompe. Quand je suis arrivé, j'ai un peu cherché à comprendre quelques mots arabes. Assalamu alaikum. Voilà. Les baisses.
J'ai apprécié la soirée d'aujourd'hui, elle était vraiment magnifique. On s'est vraiment trouvés comme chez nous en Côte d'Ivoire. Franchement, c'était super, c'est magnifique. Et de toutes les façons, je serai au Massa pour le mois de mars. Cette soirée artistique ivoirienne est le renforcement culturel entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Nous avons organisé il y a de cela une année la semaine du cinéma ivoirien qui se déroule de manière alternative en Côte d'Ivoire et au Maroc. Et aujourd'hui, nous sommes à une autre activité artistique et vous voyez que les Marocains sont nombreux, aussi nombreux que le public ivoirien, pour dire que la culture ivoirienne se porte très bien. La première édition de la soirée artistique ivoirienne au Maroc a mobilisé plus de 400 spectateurs. La deuxième édition est prévue pour se tenir en début d'année prochaine. Isaïo Tchonon, ici en Côte d'Ivoire, l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire a organisé une rencontre internationale baptisée Standing Committee. Objectif de cette rencontre est échanger sur les textes qui régissent cette église. Davis Oyo, Amadou Ouattara, Walter. Ils sont venus des 4 coins du monde. Ce sont les bishops et les pasteurs des églises méthodistes unies. Ces guides religieux se sont réunis à Abidjan pour réfléchir sur la vie de l'église au plan mondial et sur toutes les questions liées à la gestion et à l'organisation des conférences centrales. L'objectif de cette rencontre, il y avait 3 points à l'ordre du jour. Le premier point, c'est que nous devrions travailler à des propositions pour la rédaction du livre de discipline. Le deuxième point, nous devons travailler à proposer des amendements là où le livre devrait pouvoir être adapté aux réalités de chaque région. Et le troisième point devait s'agir de réfléchir pour une compréhension stratégique pour l'Afrique au niveau des travaux. Un moment également mis à profit par les fidèles méthodistes pour prier le Seigneur pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire et dans les autres pays du monde. Pendant 4 jours, près d'une 60aine de responsables de l'Église méthodiste unie ont pris part à cette conférence dénommée Standing Committee. Cette rencontre spirituelle annonce la prochaine conférence générale qui va se tenir en 2020. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, un avion de ligne iranien assurant une liaison interne s'est écrasé ce dimanche matin dans le sud-ouest de l'Iran avec 66 passagers à bord. Tous sont décédés. Nous recevons pour le magazine de ce dimanche le directeur général de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC ANSUT, M. Soro Kipeya Eloge. Avec vous, nous allons parler de l'ANSUT, des réalisations de la structure que vous dirigez, de la caravane dénommée ANSUT Blog Camp et du nouveau positionnement souhaité de l'agence. C'est juste un rappel pour ceux qui vous connaissent, mais pour ceux qui vous découvrent, c'est quoi l'ANSUT? L'Agence nationale du service universel des télécommunications, en abrégé ANSUT, l'organe opérationnel ou organe d'exécution du ministère en charge de l'économie numérique. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte que pour les Ivoiriens, pour les populations vivant en Côte d'Ivoire, pour les entreprises présentes sur le territoire ivoirien, que l'utilisation des outils TIC devienne une réalité. Très bien, nous allons poursuivre, mais avant, nous allons suivre ce reportage de Serge Collia. Le service universel représente l'ensemble des exigences d'intérêt général visant à assurer aux populations vivant en Côte d'Ivoire un accès de qualité et à moindre coût aux technologies de l'information et de la communication. Ainsi, depuis sa création en 2012, l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécoms et TIC, se fixe plusieurs objectifs. Entre autres, vulgariser les TIC, assurer la formation de la population et bâtir une économie numérique performante et sécurisée. À cet effet, un plan stratégique dénommé Ambition 2020 a été mis en place en 2016. Il repose sur 3 piliers. D'abord, le déploiement des infrastructures avec notamment la fibre optique. Cette fibre optique permet l'accès aux TIC de base, téléphone,
Internet. L'utilisation de services publics en ligne, par exemple, faire sa demande de documents administratifs, d'extraits de naissance, de certificats de nationalité ou encore payer ses impôts à partir d'un poste ordinateur. L'ANSUT s'appuie aussi sur l'accès communautaire à travers les cybercentres. 5000 sont prévus pour désenclaver les zones rurales. Enfin, l'agence met un point d'honneur à créer les conditions d'accès individuel à l'outil informatique. L'opération « Un citoyen, un ordinateur » touche à ce jour le secteur estudiantin et le milieu de la presse. Récemment, dans le cadre de la formation des populations, le projet ANSUT Blog a sillonné 6 localités de Côte d'Ivoire et touché plus de 1600 personnes qui connaissent les services de l'ANSUT et qui peuvent les utiliser quelle que soit leur région de résidence. L'ANSUT est une société d'État sous tutelle technique du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. Merci à vous, Serge Kolia. Justement, dans le cadre de la mission de votre structure, vous avez initié plusieurs projets. Serge Kolia en a parlé dans plusieurs domaines, entre autres la gouvernance électronique, la construction des infrastructures, réseau fibre optique, la vulgarisation des outils TIC, la dématérialisation des services de l'administration. Quel est l'état d'avancement des 10 projets? Ce qu'il faut retenir concernant la mission de l'agence, c'est que l'objectif ultime pour nous, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens, comme je disais, et les entreprises présentes en Côte d'Ivoire puissent consommer les services TIC. Parce qu'on parle ici de la transformation de notre économie en une économie numérique. Donc l'objectif, c'est cela. Mais par rapport à cet objectif, il y a des préalables. Et les préalables, c'est justement de mettre à niveau nos infrastructures et de permettre, dans une autre phase, aux uns aux autres d'avoir accès à ces services-là. Dans le cadre de la mise à disposition ou la mise à niveau des infrastructures, nous avons réalisé un projet de construction de fibre optique et à fin décembre 2017, nous étions à environ 5000 km de fibre réalisée. D'ici 2018, au 31 décembre 2018, nous aurons construit 7000 km de fibre. Ici, il s'agit d'un réseau de collecte qui est différent du réseau de desserte. Et donc, je le dis à dessein parce que 7000 km de fibre construits en 5 ans, ça sera pour la première fois en Afrique subsaharienne une infrastructure bâtie dans un tel laps de temps. Les opérateurs ont construit peut-être bien plus que 7000 km de fibre, mais c'est des réseaux à la fois de collecte et de desserte. Même pour des réseaux spécifiques de collecte, ça sera la première fois. À côté de cette infrastructure de fibre optique qui a été construite, nous mettons en place des services. Et aujourd'hui, la mise en place de ces services s'articule essentiellement autour du programme de gouvernance électronique. C'est un programme dont la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par notre ministère de tutelle, le ministère en charge de l'économie numérique, et nous assurons auprès de ce ministère le rôle d'assistant à maître d'ouvrage. Et donc, dans le cadre de ce projet, qui a été pris comme axe de mise en œuvre de la transformation numérique de Côte d'Ivoire, je me permets de m'arrêter juste 2 petites secondes pour vous dire pourquoi est-ce que nous utilisons ce axe, celui de la gouvernance électronique, comme moteur de la transformation numérique de la Côte d'Ivoire. C'est de permettre à terme, parce que dans les échanges que chaque individu, chaque entreprise pourrait avoir avec l'administration, et ces échanges se faisant nécessairement à travers ces outils, c'est de permettre à terme que tous les échanges de façon globale dans notre économie et les échanges de façon générale dans la société puissent se faire à travers ces outils-là, ce qui permettra d'assurer l'émergence de notre économie. Donc, dans le cadre de ce projet de gouvernance électronique, nous avons déployé un intranet pour l'administration. Nous avons mis à la disposition de certaines catégories d'agents de l'État des adresses professionnelles. Et nous avons aussi permis que certains fonctionnaires puissent être formés à l'usage de certains outils. Et enfin, nous avons contribué et accompagné à la dématérialisation de certaines procédures de l'administration. Et ce vaste chantier qui s'appelle e-démarche administrative est fait en collaboration avec le ministère en charge de la modernisation de l'administration. Donc c'est un important chantier que nous avons conduit dans le cadre de la gouvernance électronique. Et donc sur le deuxième axe de notre intervention, celui des services,
on peut retenir que c'est la gouvernance électronique qui constitue ce deuxième axe. Le troisième axe de notre intervention, c'est celui de l'accessibilité de l'appropriation des populations et des entreprises de ces services-là. Accessibilité qui se fait soit de façon individuelle, soit de façon collective. Et de façon individuelle, c'est dans le cadre du projet Un citoyen, un ordinateur, avec ses différentes déclinaisons. Et dans le cadre collectif, cela se fait à travers les cybercentres communautaires que nous sommes en train de construire, et l'objectif étant d'en faire 1000 sur toute l'étendue du territoire. Et cela depuis 4 ans que vous existez? Cela, effectivement, depuis 4 ans d'activité effective. Effectivement, 4 ans d'activité effective. Il y a la réhabilitation du Postel 2001. La réhabilitation du Postel 2001 s'est inscrite dans le cadre d'une de nos missions. L'ordonnance qui a mis en place les nouveaux organes de gestion du secteur prévoit que l'ANSUT s'occupe de la gestion et de l'exploitation de tous les bâtiments qui servent au secteur des TIC. Et c'est le cas de l'immeuble Postel qui est devenu donc propriété de l'agence et qui avait un besoin de réhabilitation, ce que nous avons conduit en mobilisant des financements. Et aujourd'hui, c'est un bâtiment qui donne fière allure au plateau. Monsieur Soro, vous avez parlé d'intranet au niveau du gouvernement. Comment est-ce que cela fonctionne et est-ce que ça fonctionne correctement? Oui, cela fonctionne. L'objectif ici, c'est vraiment d'apporter une réelle efficacité dans l'action administrative ou l'action gouvernementale. Et pour faire simple, c'est utiliser essentiellement ces outils TIC pour interagir entre les différents démembrements de l'administration ou entre les agents de l'administration et avec les usagers de l'administration que sont les individus et les sociétés. Donc aujourd'hui, vous avez tous les ministères existants en Côte d'Ivoire qui sont interconnectés, ainsi que toutes les institutions de la République. À terme, c'est de faire en sorte que nos préfectures et sous-préfectures puissent faire partie de ce vaste réseau. Et cela sera chose possible une fois que le réseau de backbone de 7000 km sera mis en exploitation, chose qui devra être effective aussi d'ici à la fin de l'année 2018. Cela d'Abidjan à Korogo, de Mans à Bangourou en passant par Bouaké et toutes les autres localités. Alors avec vous, nous avons connu le projet présidentiel Un citoyen, un ordinateur, pour lequel il y a même une campagne en cours actuellement. C'est bien ça? C'est bien ça. Tout à fait. Alors quel bilan faites-vous de ce projet et aujourd'hui, comment s'offrir un ordinateur? Les Ivoiriens attendent beaucoup. Sur ce projet, je pense qu'il y a quelques précisions qui, de mon point de vue, sont nécessaires aujourd'hui. Certains ont pensé que le rôle principal de l'agence, c'était de distribuer des ordinateurs, de faire don d'ordinateurs. Il n'en est rien. Ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet, c'était de mettre en place on va dire, un écosystème, un environnement qui permette et qui facilite l'accessibilité des Ivoiriens à ces terminaux ou à ces équipements-là. Donc le ministère en charge de l'économie numérique, notre ministère de tutelle, a proposé au gouvernement qu'il a accepté, à travers le ministère de budget, des mesures fiscales qui ont permis d'importer des équipements à taux réduit. Les droits de douane sont réduits dans le cadre de ces importations et ces équipements sont vendus exonérés de TVA, ce qui permet mécaniquement, bien entendu, de baisser le prix de ces équipements-là. Nous, ensuite, ce que nous avons fait, en plus de ces mesures fiscales, nous avons mis en place une plateforme de commerce électronique qui permet aujourd'hui à n'importe quel Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire ou à n'importe quelle personne vivant en Côte d'Ivoire de procéder à l'acte d'achat à travers cette plateforme électronique et de pouvoir payer à tempérament sur une période maximale de 6 mois par les moyens de paiement que sont les mobile banking offerts par nos différents opérateurs de téléphonie mobile. Donc c'est cela le rôle vraiment de l'ANSUT dans le cadre de ce projet. Ce n'est pas de distribuer des ordinateurs, d'en vendre, mais de négocier des tarifs ou des prix avec des équipementiers et de permettre que ces équipements-là arrivent à taux réduit. Lorsque l'Ivoirien souscrit, il a 6 mois. Il n'a pas l'ordinateur avant, il a l'ordinateur après 6 mois. S'il en a les moyens qu'il paye tout de suite, cash, il a son ordinateur. Cash ou même par ce mode de paiement, mais en payant la totalité du prix de la machine,
La machine lui est livrée là où il demande que la machine lui soit livrée. Vous avez mis tout ça en place? Nous avons mis tout ça en place et aujourd'hui, il y a une campagne qui est en cours sur ce sujet. Je voudrais revenir, si vous le permettez, sur aujourd'hui le bilan de ce qui a été fait depuis 2014 que nous avons lancé ce projet. Quand je me réfère aux statistiques qui m'ont été fournies par la douane, entre 2014 et 2015, on a enregistré une progression de 20% des importations et de la vente d'équipements informatiques en Côte d'Ivoire. De 2016 à 2017, c'est une progression d'à peu près 65%. Donc, de 2014 à 2018, si nous gardons le même rythme de progression des ventes, on devrait avoir accru le parc informatique d'à peu près 300 000 unités, quand on sait que l'objectif était d'accroître le parc d'à peu près 500 000 unités. Une question essentielle, est-ce que ces ordinateurs sont de qualité? Ah oui, ces ordinateurs sont de qualité. Je ne vais pas citer ici les équipementiers pour ne pas faire de publicité inutile, mais je vous confirme que ces ordinateurs sont de qualité. Et permettez, dans le cadre de la déclinaison qui concerne les étudiants, dont la deuxième phase sera lancée très bientôt, nous avons discuté avec un grand équipementier pour avoir des prix qui soient suffisamment attractifs. Dans le cas de ces déclinaisons, il y a des subventions qui sont mises en place en sus des mesures fiscales permettant, par exemple, pour les étudiants, que l'achat représente pour eux un effort simplement de 50 000 pour une machine dont la valeur marchande est autour de 150 000 francs CFA. Pour les journalistes, c'est une subvention d'à peu près 70 000 francs CFA pour des machines dont la valeur se situe autour de 250 000 francs CFA. Merci. Il y aura d'autres déclinaisons de ce projet qui vont concerner les femmes, nos parlementaires et encore d'autres couches de la population. Très bien. Alors, vous avez initié avec l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire une caravane numérique. Cela a duré 20 jours. La caravane était dénommée Ansund Blog Camp. Voilà. Quelles étaient les attentes de cette action? Permettez que je revienne peut-être pour qu'on comprenne le bien fondé de cette caravane qui a été lancée, comme vous l'avez dit, sur une durée de 20 jours. L'objectif principal de l'agence est vraiment de faire en sorte qu'au final, les Ivoiriens puissent consommer les services TIC. Consommer les services TIC, il faut que les Ivoiriens soient informés de l'existence de ces services. C'était l'une des raisons principales de cette caravane. Faire le tour des 5 localités qui avaient été choisies dans le cadre de Ansund Blog Camp, dire aux Ivoiriens, aujourd'hui, il existe des applications, des services qui peuvent leur faciliter la vie, améliorer leur qualité de vie et les rendre beaucoup plus productifs et efficaces dans leurs activités économiques et sociales de tous les jours. La caravane avait un double objectif. Le premier, c'était de faire en sorte que toutes les personnes qui auront été formées puissent être autonomes dans l'utilisation des services TIC. Et le deuxième objectif, c'était aussi de présenter aux populations et aux jeunes en particulier toutes les opportunités en termes d'emploi, de création de richesses et de valeur que ces services TIC peuvent offrir. Il y a eu environ 2000 formés, seulement 2000, sur pratiquement 25 millions d'Ivoiriens. C'est ça. Parce que nous n'avons pas, et ce serait irréaliste, la prétention de pouvoir former les 25 millions d'Ivoiriens que nous sommes. Nous allons poursuivre la formation. L'idée ici étant de faire en sorte que dans chacune des localités principales, nous puissions mettre en place des équipes de personnes qui elles-mêmes seront à même aussi de pouvoir apporter cette formation initiale qui leur a été dispensée à d'autres personnes. D'ailleurs, c'est déjà le cas dans les localités qui ont été visitées. On m'a rapporté il y a de cela quelques jours que, par exemple, depuis le passage de Ansund Blog Camp dans la localité de Ferké et celle de Daloa, il y a des formations qui ont été faites. Aujourd'hui, ils en sont à la 4e ou 5e formation que les personnes que nous avons informées initialement, elles-mêmes apportent aux autres populations en termes d'apprentissage. En avril 2017, il y a eu ce qu'on peut appeler l'appel d'Abidjan. De quoi s'agit-il? L'appel d'Abidjan a été initié par l'Agence nationale du service universel à l'occasion d'un forum sur les technologies de l'information et sur la télécommunication, comme vous le disiez, au mois d'avril dernier. Ce que nous avons souhaité à travers l'appel d'Abidjan, c'était de porter un message aux organes et principalement à l'Union africaine concernant le développement des TIC. Nous pensons que si nous arrivons à une réelle et franche collaboration sud-sud, nous allons pouvoir capter pour notre propre pays toute la valeur et les richesses
que ce secteur fabuleux peut apporter à nos pays. C'est ça essentiellement l'idée de l'appel d'Abidjan. Très rapidement, dans 2 ans, dans 5 ans, à quoi devrait ressembler l'ANSUD? Vos perspectives, rapidement. Dans 2 ans, 5 ans, l'ANSUD va déployer beaucoup plus de services, de e-services, beaucoup plus de projets portant sur la vulgarisation et beaucoup moins de projets d'infrastructure. Permettez que je m'appesantisse un peu sur cela. Le projet d'infrastructure, aujourd'hui, c'est 200 milliards de francs CFA de coûts pour le déploiement de 7000 km de fibre. Cela pour les Ivoiriens, n'a aucun impact. 200 milliards dépensés pour construire un réseau de fibre optique, ça n'apporte rien à l'Ivoirien lambda. Mais par contre, dépenser 10 millions ou 100 millions pour mettre en ligne des services TIC, cela a un impact direct sur les populations. Aujourd'hui, nous allons passer dans ce nouveau cycle où nous allons industrialiser les services TIC, en faire le maximum possible avec plus de visibilité pour nos actions. Merci, Monsieur Eloge Soro Kipeyarch, d'avoir répondu à nos préoccupations. Rappelons que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC ANSUD. Avec vous, nous avons parlé de l'ANSUD, des réalisations de cette structure, de la caravane dénommée ANSUD Blog Camp. Voilà, c'est la